Fin de mission en Côte d'Ivoire pour Doris Ribernig après 4 années de service dans le pays. La représentante résidente de l'Organisation des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire, ONUDI, a fait ses adieux aujourd'hui au chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Dans l'actualité ce mercredi, la séance de travail entre la Commission électorale indépendante CEI, le Conseil national de la paix CNP et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ACA, en toile de fond le rôle des médias et des instances de régulation des médias dans le processus électoral. La Côte d'Ivoire et l'Argentine se sont accordés aujourd'hui sur un mémorandum. Les deux pays renforcent ainsi leurs relations de coopération, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. L'accord a été signé par Charles Kofi Dibi et Eduardo Zouaïne. Puis, la commémoration aujourd'hui, 19 août, de la Journée mondiale de la photographie. À la faveur de cette journée, la rédaction vous propose un gros plan sur 3 photographes de métier, leurs portraits dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire également, EcoPlus, la tribune économique de la rédaction, vous propose ce soir un sujet sur le financement dans le secteur agricole, un véritable casse-tête chinois. EcoPlus assure dans maintenant un quart d'heure. Premier titre de ce journal, Doris Ribernig, en fin de mission en Côte d'Ivoire. Après 4 années de service dans le pays, la représentante résidente de l'Organisation des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire, ONUDI, a fait ses adieux aujourd'hui au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le témoignage de Sidonie Davila. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, fait partie des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement, dans sa politique industrielle, a très souvent bénéficié de l'appui de cette organisation dans plusieurs domaines d'activité. Un appui qui s'élève à 47 millions de dollars, soit 23,5 milliards de francs CFA. L'ONUDI depuis 2010 est dirigée par Doris Ribernig. En fin de mission, la représentante résidente a fait le tour d'horizon des activités menées ainsi que des acquis avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce mercredi matin. Je voulais surtout remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son soutien aux activités de l'ONUDI, pour le succès du gouvernement vers un pays émergent. Et l'ONUDI est donc très fière d'avoir été associée. Arrivée à la tête de l'ONUDI le 1er septembre 2010, elle part en laissant à son successeur plusieurs défis à relever. Nous allons continuer sur la compétitivité des industries, sur l'emploi des jeunes à travers des business startups, l'appui au secteur privé, certainement dans le domaine de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel est une agence de l'ONU dont la mission est d'aider au développement industriel de ses pays membres. L'ONUDI, créée à Vienne en 1966, devient une agence spécialisée de l'ONU en 1985. Des images, celles de la séance de travail tenue aujourd'hui entre la Commission électorale indépendante CEI, le Conseil national de la presse CNP et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ACA, rencontre sur fond des préparatifs de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Il a été essentiellement question de plancher sur le rôle des médias et des instances de régulation des médias dans le processus électoral, notamment la pré-campagne et la campagne pour l'élection présidentielle. Raphaël Lakbé et Ibrahim Sissavané, respectivement présidents du CNP et de la ACA, saluent cette initiative de la Commission électorale indépendante. Ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour une collaboration efficiente entre les 3 structures. Je vous propose d'écouter à présent Ibrahim Sissavané. C'est une séance qui s'est déroulée dans un excellent esprit de coopération et nous avons décidé que nous allions nous revoir pour approfondir certaines questions et regarder ensemble des modalités pratiques puisque nous sommes à 2 mois des élections. La CEI a enregistré ce mercredi une nouvelle candidature pour la présidentielle, celle de Bernardin Nago Yobo, le jeune étudiant de 30 ans rêve grand. Le candidat indépendant porte à 9 le nombre d'aspirants à la magistrature suprême. Il n'a pas encore 40 ans comme l'exige la Constitution. Âgé seulement de 30 ans, Nago Yobo Bernardin tente tout de même sa chance. Les études à peine terminées, il veut servir son pays par le sommet. Il a donc fait acte de candidature et son dossier a été réceptionné par la Commission électorale indépendante ce mercredi.
Candidat indépendant, Nago Yobo Bernardin est à ce jour le plus jeune candidat déclaré au scrutin d'octobre prochain. La force politique, c'est d'abord les Ivoiriens. En réalité, ce ne sont pas les partis politiques qui votent, ce sont les individus qui votent. Et donc, que ce soit un parti politique ou un indépendant, soyez rassurés, ce sont les Ivoiriens qui votent. Et ce sont les Ivoiriens qui m'ont mis en mission, notre équipe et nous bien sûr, qui nous ont mis en mission pour nous dire que allez-y et vous avez notre caution, nous allons gagner ces élections. Nago Yobo Bernardin dispose d'un délai de 3 jours à compter de ce mercredi pour s'acquitter de la caution de 20 millions de francs CFA. Passé cette étape, son dossier, comme tous les autres, sera par la suite transmis au Conseil constitutionnel à qui revient le pouvoir de valider ou d'invalider les candidatures. Et je rappelle que la date limite de dépôt des candidatures à la CEI est fixée au 25 août prochain, soit 60 jours avant la tenue du scrutin, comme prescrit par le code électoral. L'actualité politique, c'est aussi cette tournée d'Albert Mabry-Touakeuse dans la ville de Toulepleu d'Imbokro. Le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix y a invité les populations à une participation massive au scrutin d'octobre prochain. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. C'est dans le département de Toulepleu que le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, a débuté la tournée de remobilisation de ses militants. Au cours d'un meeting qu'il a animé en marge de l'inauguration du siège de la coordination départementale UDPCI, Albert Mabry-Touakeuse a félicité les responsables locaux du parti pour les nouvelles adhésions enregistrées, puis les a encouragés à poursuivre l'implantation du parti. Par ailleurs, il leur a demandé de renforcer la collaboration avec leurs frères des autres partis membres du RHDP afin de réaliser un score écrasant en faveur de leur candidat à la présidentielle. Je vais vous dire que notre candidat, c'est Alassane Ouattara. La prochaine élection, là, Alassane Ouattara a déjà gagné. Mais il faut que lorsqu'il va concrétiser sa victoire, il sente tous les bleus, le cavalier, la région des montagnes intérieures, comme des gens qui ont contribué à la victoire. Et c'est le score qui va l'indiquer effectivement ici. Après Toulepleu, le président de l'UDPCI s'est rendu à Dimbokro où il a échangé avec les militants de la coordination du parti. Albert Mabry-Touakeuse les a félicités pour le travail abattu puis les a invités à élaborer des stratégies de travail en collaboration avec les autres partis membres du RHDP pour donner un second mandat au président Alassane Ouattara. Autre tournée d'un membre du gouvernement, celle de Paul Kofi à Mans dans l'ouest du pays. Le ministre chargé de la Défense a échangé dimanche avec les habitants de Mans à la préfecture de la ville. Le point avec F. Boué. Les habitants de la cité des 18 montagnes ont le sommeil troublé. En l'espace de quelques mois, l'on a assisté à une montée de la violence. Le premier magistrat de la ville dénonce et interpelle. Depuis un certain temps, il y a un malaise à Mans. Et point oui ou point non, nous avons les jeunes excités sur les voies. À cela s'ajoute le phénomène des microbes bien réel à Mans. Mais généralement, c'est les enfants qui sont dans le quartier, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui s'organisent souvent pour attaquer les autres. De telles préoccupations sécuritaires au menu de la séance d'information et de sensibilisation du ministre chargé de la Défense avec les forces de sécurité et les différentes couches de la population. Paul Kofi a passé en revue les questions sécuritaires nationales et celles spécifiques à la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Processus électoral, raquettes, orpaillage clandestin, maladie à virus Ebola, fermeture des frontières, conflits fonciers, menaces terroristes. Il a rassuré les uns et les autres que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Concernant le phénomène des microbes, un ultimatum est donné. Messieurs les chefs de force, je vous donne 1 mois pour éradiquer le phénomène des microbes à Mans. Dans 1 mois, je vais envoyer une mission d'évaluation. Si ce n'est pas éradiqué, moi je prends les mesures contre les chefs qui sont ici. À la fin de cette séance, le ministre Paul Kofi s'est réuni en conclave avec les responsables des forces de sécurité de Mans. Autre titre de l'actualité, la Côte d'Ivoire et l'Argentine se sont accordés aujourd'hui sur un mémorandum. Les deux pays renforcent ainsi leurs relations de coopération, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. L'accord a été signé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, et Eduardo Zouane, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de l'Argentine. Le compte-rendu de Maïsako.
Le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine a pris une nouvelle dimension ce mercredi. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente, un accord pour harmoniser leurs points de vue afin de mener à bien leur partenariat, notamment dans le domaine de l'agriculture. En février 2014, j'ai été invité en Argentine et j'ai constaté par moi-même qu'ils ont conçu un concept là-bas de micro-entreprise sous forme de micro-agriculture. Ils ont conçu des petits tracteurs capables de nettoyer convenablement de petits espaces et faire en sorte que l'exploitation agricole soit gérée comme une entreprise. Je pense que la visite du secrétaire général est une visite préparatoire à la venue justement d'une bonne équipe qui viendra au cours du mois de septembre pour essayer de voir et prospecter et voir dans quelle mesure ce concept-là peut être transféré également dans notre pays. Cette mission que nous venons d'effectuer, c'est dans le but de travailler, d'établir des relations de coopération avec la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions échanger en ce qui concerne le transfert de technologies en agriculture et aussi pour voir dans quelles possibilités on peut aider peut-être le petit agriculteur de l'intérieur de la Côte d'Ivoire à bénéficier de notre expertise pour avoir un tracteur qui soit tout petit mais qui soit capable de travailler une très grande superficie. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine sont établies depuis 1980. Après la signature du mémorandum d'entente, les deux pays sont en passe d'approfondir davantage leur rapport avec la création prochaine d'une grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine. La modernisation de l'agriculture pose la problématique du financement des exploitations agricoles. Selon une étude du don de gouvernance en Côte d'Ivoire, le secteur est dominé par de petites exploitations très peu équipées. Seulement 89% des acteurs sont dans la tranche des exploitations de moins de 10 hectares et la superficie moyenne exploitée par ménage est de 3,89 hectares. À cause du faible accès au crédit, ces ménages n'ont pas les capacités d'autofinancer la modernisation de leurs exploitations. Les possibilités d'améliorer les rendements agricoles restent donc faibles. Pour faire face aux défis, ces populations ont plus que jamais besoin de facilités d'accès au crédit agricole, ainsi qu'aux divers autres appuis pouvant leur faciliter la production et un marché sécurisant en vue d'une meilleure commercialisation de leurs produits. Un chemin encore trop parsemé d'embûches, c'est le constat fait par Lansine Bakayoko dans un commentaire d'Adama Kone. Encore un autre appel de Daoukro, mais cette fois à forte coloration économique en direction de la jeunesse ivoirienne. La terre nourricière, mère de toutes les générations, n'a jamais trahi personne. L'agriculture est en effet le socle de notre pays. C'est d'elle que sont partis tous nos succès et nous sommes fiers de le dire ici. Mettez-vous ensemble, discutez, renseignez-vous et veillez à créer. Un appel entendu. Travailler au champ n'est pas dévalorisant. Travailler au champ ne doit pas faire honte. J'ai compris l'amour et l'attachement avec la terre. Ici, pas d'irréductible. Pourtant, les problèmes pouvant constituer des motifs de démotivation ne manquent pas. Il n'y a pas de financement, à la fois au niveau de l'achat des produits et au niveau même des investissements réalisés. Des gros efforts ont été faits, mais aujourd'hui nous butons sur le financement. Il n'y a pas les moyens nécessaires pour acheter le paddy du producteur. Et là, c'est un gros frein. Le monde agricole a vraiment des problèmes de financement, de tout ordre d'ailleurs. En ce qui concerne le secteur qualité, on a besoin de financement, d'abord de modélisation du secteur qualité. Au-delà de cela, il faut aujourd'hui chercher à mécaniser le secteur qualité, parce qu'aujourd'hui, le secteur qualité ivoirien est purement artisanal. Donc tout se fait avec les mix de nos mamans pour sortir le beurre de qualité. Et donc nous demandons à ce que le ministre de l'Agriculture, par le biais du PNIA, puisse au moins investir au niveau du secteur qualité pour non seulement la modernisation du secteur qualité, mais l'industrialisation du secteur qualité. Le financement agricole, le nerf de la guerre.
Les petits exploitants qui dominent le secteur agricole ivoirien souffrent d'un grave déficit de capitaux. Les difficultés d'obtenir des crédits auprès des prêteurs formels les empêchent d'accroître l'utilisation de l'irrigation, des engrais et des intrants techniques. Cette situation réduit la productivité des terres. Du coup, les paysans se retrouvent prisonniers d'un cercle vicieux caractérisé par des investissements insuffisants, des revenus volatiles et une pauvreté persistante. Si les investissements sont nécessaires pour donner un coup de pouce à l'agriculture, au niveau des banques, le ton reste globalement à la prudence quant au crédit agricole. Les banques cherchent à mieux comprendre le secteur avant de s'y aventurer éventuellement. C'est un secteur où il y a beaucoup d'aléas, mais c'est également un secteur où il y a beaucoup de richesses, ne l'oublions pas. Et la banque doit absolument y aller, mais préserver ses acquis, notamment avoir de la rentabilité aussi. Ces banques préfèrent financer les grands exploitants agricoles, encore que ces financements sont devenus rares. Les petits agriculteurs, de loin les plus nombreux dans le secteur, restent pour ainsi dire généralement exclus du système bancaire classique. Les établissements financiers jugeant trop risqué de travailler avec les ruraux. Un frein à l'avènement d'une agriculture forte selon le monde agricole. Les miracles ne peuvent pas se faire sans financement. Parce qu'au stade d'aujourd'hui, il n'y a aucune structure en place qui a décidé de nous soutenir dans la production du paddy. Pourtant, les banquiers ont des arguments pouvant justifier leur réticence. Par le passé, les banques spécialisées comme la Banque nationale pour le développement agricole, BNDA, ou tout récemment la Banque pour le financement agricole, BFA, ont toutes déposé la clé sous le paillasson. Le secteur n'est pas nouveau pour les banques. N'oubliez pas que les banques ont financé l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il y a des structures qui ont financé l'agriculture, mais souvent, ces structures ont rencontré des difficultés. Face à ce problème structurel, sur fond de crise de confiance et malgré le souvenir de la faillite de la mutuelle d'assurance agricole de Côte d'Ivoire, Massi, les sociétés d'assurance envisagent de prendre le relais. La question fondamentale du financement des paysans et des producteurs en général est récurrente. On leur demande d'immobiliser des capitaux qu'ils n'ont pas et alors nous, par le biais de l'assurance caution, on se porte caution pour garantir l'insolvabilité éventuelle du paysan, pour lui permettre en fait de vraiment accéder au crédit. Des offres bien en deçà des besoins des paysans. En attendant, les acteurs réfléchissent à de nouvelles alternatives. La première alternative que nous avions trouvée, c'est de pouvoir faire des agences, des structures, je dirais, de proximité, c'est-à-dire des sortes de microfinances qui sont en contact direct avec les producteurs. Et c'est eux qui allaient faire le relais. Au moment où la Côte d'Ivoire entend porter la croissance du secteur agricole à 9% l'an, la problématique du financement des exploitations agricoles constitue l'un des leviers de la modernisation de l'agriculture et donc l'une des sources importantes de la croissance du secteur agricole. Une question essentielle à laquelle il faut absolument et rapidement trouver une solution. Certainement que le programme national d'investissement agricole PENIA pourra constituer une réponse. D'autant qu'avec un investissement massif de plus de 2040 milliards de francs CFA, le PENIA prévoit entre autres de créer un cadre favorable à la bancarisation du milieu rural et surtout à la sécurisation des crédits. L'actualité agricole nous mène également au Chili. Une nouvelle loi anti-tabac envisage de faire du pays l'un des plus restrictifs du continent sud-américain en matière de tabagisme, en interdisant notamment les additifs comme le menthol et en obligeant les marques à adopter un paquet neutre. Reportage. Dans quelques mois, ces cigarettes mentholées pourraient ne plus avoir droit de cité au Chili. Le pays, qui a interdit le tabac dans les lieux publics il y a 8 ans, envisage de durcir sa législation en interdisant notamment les additifs et en imposant un paquet neutre. Objectif, limiter l'attrait des plus jeunes pour le tabac alors que l'âge moyen de la première cigarette au Chili est de 13 ans. Les entreprises de tabac perdent des fumeurs dans le monde entier. Donc ils essaient de les remplacer par des nouveaux fumeurs et leur objectif, ce sont les enfants. Une personne qui n'a jamais fumé à 20 ans, il y a peu de chances qu'elle se mette à fumer plus tard. En revanche, les cigarettiers savent que si on commence le tabac à 12 ans, la probabilité qu'on devienne dépendant est extrêmement élevée.
Avec cette loi, le Chili pourrait devenir l'un des pays les plus restrictifs d'Amérique du Sud. Mais il se heurte à la résistance de l'un des plus grands cigarettiers du monde, la British American Tobacco, qui possède 2 usines dans le pays et contrôle plus de 90% de la production locale. Le géant du tabac a en effet annoncé qu'il donnerait un coup de frein à la production de cigarettes sur le territoire si la loi passe, une décision qui affecterait plusieurs milliers d'emplois. Ce n'est pas une menace, c'est simplement une décision technique prise à la lumière d'une très mauvaise loi qui contient de très mauvaises initiatives. Elle en contient aussi des bonnes, mais il y a certains éléments qui sont très mauvais et qui affectent nos opérations. Environ 500 agriculteurs produisent du tabac au Chili, des exploitations familiales et de petite taille pour la plupart qui se dédient exclusivement à cette culture. C'est une production mineure à l'échelle du continent mais difficilement remplaçable pour ces exploitants. Le tabac est plus rentable que les autres cultures et nécessite des installations spécifiques. Pour eux, le départ de la British American Tobacco serait une catastrophe. Ils sont pratiquement en train de tuer la petite agriculture avec cette loi, parce qu'on ne pourra rien faire pour compenser ce que nous gagnons avec cette entreprise. Donc ça voudrait dire abandonner la culture et rejoindre une grosse exploitation en travaillant pour un salaire minimum pour les grandes entreprises agricoles. Les producteurs sont allés plaider leur cause auprès du ministère de l'Agriculture et espèrent son soutien pour faire barrage à la loi. Ils promettent des actions de protestation s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Selon un récent rapport de l'OMS, le Chili est le premier consommateur de tabac en Amérique et le 5e mondial. Retour en Côte d'Ivoire. Hier, la Fédération des associations des femmes de la sous-préfecture de Bonoa a été investie. La fédération, qui regroupe plusieurs centaines de femmes de tous les corps de métier, a été officiellement mise en mission par Henriette Konan-Bédié. Ces femmes ont décidé de s'unir afin de mieux affronter les défis de leur autonomisation. Hamza Diaby. Bonoa a une 60aine de kilomètres d'Abidjan. Ici, pour le développement, la prospérité et l'épanouissement des femmes, 800 d'entre elles, venues de plusieurs associations, se mettent ensemble pour gérer une vision commune. Désormais, nous voulons être des opérateurs économiques organisés, donc l'action au quotidien devra contribuer à l'émancipation de la femme afin de nous sortir de l'esprit d'artisanat qui nous fragilise au quotidien. Pour guider la Fédération des associations des femmes de la sous-préfecture de Bonoa, Henriette Konan-Bédié, une marraine aux multiples valeurs. Vous êtes une femme d'honneur, une femme de qualité, qui malgré ce que nous savons de vous, ne s'enfle pas d'orgueil, qui n'attend pas les autres sur ses grands chevaux, mais vous savez vite dédramatiser, vous savez dépassionner les débats. Puis, c'est à cœur ouvert que la marraine de la fédération s'adresse à ses filleuls. Aussi, voudrais-je féliciter tous les membres de votre fédération d'avoir rené leur ego pour se mettre ensemble sous la conduite d'une d'entre elles pour conduire la fédération. Gardez en vous la sincérité et l'humilité. Votre fédération en tirera le meilleur profit et les populations de Bonoa n'en seront que fières. Aka Awele, le président du conseil régional du Sud Comoé, quant à lui exhorte la FAFSB à cultiver l'esprit de solidarité et de fraternité, l'esprit de partage et d'assistance afin de converger vers la réalisation d'un objectif commun pour le bien-être de toutes et de tous. L'Association des paralysés de Côte d'Ivoire entend organiser au mois de février prochain un événement majeur, la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, annonce faite par le président de l'association, Kwame Luku-Josué, qui a animé une conférence de presse. Il s'est en outre prononcé sur les alternatives pour l'employabilité et l'insertion des personnes invalides, le compte-rendu de Grace Kando. J'ai suivi des formations comme en informatique et la gestion d'entreprise il y a de cela maintenant 5 ans et que nous sommes à la recherche de l'emploi. Moi je ne travaille pas, moi j'ai deux femmes et puis 5 enfants. Voilà. Ce que moi je veux, quand vous avez été moi, comment moi je vais faire pour nourrir ma femme. C'est pour trouver des réponses au chômage des personnes handicapées que l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, APCI,
compte organiser une semaine pour l'emploi des personnes handicapées, diplômées et non scolarisées du 16 au 21 février 2016. Une semaine pour l'emploi des personnes handicapées vise à donner à nos amis qui sont les déscolarisés, non scolarisés de Côte d'Ivoire de pouvoir exprimer leurs compétences, de pouvoir avoir des possibilités d'insertion. Les personnes handicapées détentrices de diplômes, n'est-ce pas, qui sont sorties de nos INPHB, qui n'ont pas de stage, certains qui sont sortis de l'université, qui n'ont pas de possibilité de stage, sont aussi concernés. Selon le président de l'APCI, 90% des personnes handicapées en âge de travailler n'exercent pas d'activité professionnelle et 70% de ces handicapés ont des difficultés pour avoir un premier emploi. C'est pourquoi ils souhaitent que les handicapés soient représentés au sein de l'agence Emploi Jeune. On vient de mettre en place l'agence de l'emploi jeune, qui est un guichet unique qui va aborder la question de l'emploi d'un point de vue efficient. Et donc, de par son organisation déjà, nous voudrions que la personne handicapée soit représentée même en son sein, dans le cadre de la société civile, pour que la situation de l'emploi des personnes handicapées n'échappe pas. Créée en 2010, l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire a en perspective, entre autres, de mener une enquête nationale sur les conditions de vie des personnes handicapées. Aujourd'hui, 19 août, est commémorée la journée mondiale de la photographie. La photographie est un véritable métier, mieux, une passion ou un art pour certains photographes. Ils exercent leur métier avec rigueur et savoir-faire, ce qui leur vaut d'être sollicités. À l'occasion de cette journée mondiale de la photographie, notre reporter a rencontré 3 photographes, même métier, mais fortunes diverses. Portrait de photographe de métier, un sujet de Serge Coléa. Casque de cycliste bien vissé sur la tête, sac à dos, Andy Costa, photographe professionnel, mais aussi reporter écologiste, ne passe pas inaperçu. Après avoir travaillé 10 ans au service marketing d'une entreprise de la place, il a décidé il y a 2 ans de créer sa propre entreprise de photographie. La photographie, c'est sa passion. Avec ce métier, Andy voit les choses en grand. Photographe de stars, notamment Magic System et Didier Drogba, Andy et son équipe mènent aussi plusieurs activités ordinaires de photographe. Chantal Biette est photojournaliste depuis une vingtaine d'années. Elle a appris ce métier au ministère de la Défense avec des formateurs venus de la Suisse. Malgré son statut de femme, elle a su s'imposer dans ce métier apparemment réservé aux hommes. Grâce à son professionnalisme, Chantal Biette est reconnue et sollicitée pour des cérémonies importantes. Même destin de photographe, mais fortune diverse. Fatou Alemou fait la photographie depuis 1969 dans son atelier situé à Trècheville. 42 ans qu'il exerce. Il s'accroche encore au métier, mais ce n'est plus la période faste pour lui. L'époque où seuls quelques professionnels exerçaient le métier de photographe est bien révolue. Ce mercredi 19 août, le monde entier rend hommage aux photographes. Jeunes ou vieux, ils partagent tous la même passion, celle de l'amour pour l'image et le flash. Le réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire a initié un atelier au profit des journalistes spécialisés dans leur rubrique culture, sport et faits divers. Aussi les animateurs des agences de communication en matière de droits de l'enfant. Il s'agit d'indiquer aux participants comment utiliser l'image des enfants dans leur illustration et aussi les techniques pour ne pas les exposer dans leurs écrits. Herman Yamien. Selon le président du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, Ahmed Sy, des productions médiatiques portent atteinte aux droits élémentaires de l'enfant. Et ce constat est plus flagrant dans les articles ou autres productions traitant des faits divers, de la culture, du sport et dans le domaine de la publicité. C'est pour remédier à ce manquement et renforcer de ce fait le respect des droits de l'enfant dans les médias ivoiriens qu'une vingtaine de journalistes sont formés. S'il y a bien une partie de la population qui nécessite notre protection, c'est d'abord les enfants. Ils sont vulnérables parce qu'ils ignorent beaucoup de choses et ils ont l'avenir devant eux. On ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout écrire. Par exemple, pour l'image d'un enfant, aujourd'hui pour le protéger, lorsqu'il est dans une situation délicate, il faut mettre des bandeaux.
Et lorsque nous voulons parler d'un enfant et nous savons que on ne doit pas donner son identité, lorsqu'on estime que cela va lui porter préjudice, on donne des initiales et souvent même il faut renverser les initiales de telle sorte que quelqu'un ne puisse pas reconnaître. L'initiative du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire est saluée par le Parlement des enfants et le ministère de la Communication. Pour eux, les médias doivent s'impliquer réellement dans la promotion des droits de l'enfant. Il y a plusieurs droits qui sont bafoués au niveau de la Côte d'Ivoire. Le droit à l'éducation, le droit à la santé et tous les autres droits. Donc nous voulons que les journalistes nous aident dans leurs médias, dans leurs journaux, à informer les parents de nos droits afin qu'ils les respectent. Cette prise de conscience des médias permet au ministère de la Communication de mieux faire passer les messages nécessaires pour la protection des enfants, aussi bien des zones urbaines que des zones rurales. Cet atelier financé par l'ONG Save the Children s'inscrit dans le cadre du projet d'observation et de promotion des droits de l'enfant dans les médias en Côte d'Ivoire. Des images pour terminer. À l'étranger, dernier rebondissement dans l'affaire Oscar Pistorius. L'ex-champion paralympique sud-africain ne sortira sans doute pas de prison après-demain. La mesure de liberté conditionnelle dont il devait bénéficier ne repose sur aucun fondement légal, a déclaré ce mercredi le ministère sud-africain de la Justice. Et c'est ici que prend fin cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.